Imaginez un monde de blanc, un monde où l'horizon n'existe pas, effacé par une tempête de neige qui ne s'arrête jamais. Imaginez que vous vous tenez sur le bord d'une falaise de glace, regardant vers l'est. Le vent hurle dans vos oreilles, un son si fort qu'il ressemble au cri d'un animal vivant. Le froid, ici, n'est pas seulement inconfortable, il est mortel. Il mord votre peau, gèle vos cils et transforme chaque respiration en un nuage de cristal. Nous sommes, il y a 25 000 ans. C'est le pic de la dernière ère glaciaire. Et vous êtes sur le point de commencer le voyage le plus dangereux et le plus important de l'histoire humaine. Bienvenue au chapitre 1 de la conquête des Amériques. Si vous utilisez ces vidéos pour vous endormir, c'est exactement pour cela que je les crée. Ma voix est là pour vous guider dans le passé. Alors, abonnez-vous peut-être et dites-moi dans les commentaires où vous êtes et quelle heure il est pour vous. Je lis vos messages et c'est fascinant de voir le monde entier réuni ici. C'est comme Berlin au petit déjeuner, Boston au coucher du soleil, tout en même temps. Revenons à ce vent glacé. Pour comprendre comment les humains ont conquis les Amériques, nous devons d'abord comprendre le monde qu'ils ont laissé derrière eux. Vous êtes actuellement dans ce que nous appelons aujourd'hui la Sibérie, à l'extrême nord-est de l'Asie. Mais ce n'est pas la Sibérie que vous voyez sur les cartes modernes. C'est un endroit différent, presque une autre planète. À cette époque, la Terre est prisonnière de la glace. Les températures mondiales sont beaucoup plus basses qu'aujourd'hui. D'immenses calottes glaciaires, des murs de glace de plusieurs kilomètres d'épaisseur, recouvrent une grande partie de l'hémisphère nord. Imaginez des glaciers plus hauts que les plus grands gratte-ciel de New York ou de Dubaï, s'étendant à perte de vue. Ces monstres de glace ont aspiré une quantité incroyable d'eau des océans. C'est un détail crucial. Parce que toute cette eau est piégée dans la glace, le niveau de la mer a chuté de façon spectaculaire. Il est plus bas de 120 mètres par rapport à aujourd'hui. Imaginez cela. Imaginez que vous êtes sur une plage familière aujourd'hui et que l'océan se retire soudainement jusqu'à l'horizon, révélant des terres qui étaient cachées sous les vagues depuis des millénaires. C'est ce qui s'est passé il y a 25 000 ans. Ce monde froid a créé un paysage étrange et magnifique, appelé la steppe à mammouth. Ce n'était pas un désert de neige stérile. C'était une vaste prairie sèche et froide, s'étendant de l'Espagne jusqu'au Canada, traversant l'Asie. C'était un biome unique qui n'existe plus aujourd'hui. Imaginez des herbes hautes et sèches qui ondulent sous le vent arctique, nourrissant des troupeaux d'animaux si grands qu'ils feraient trembler le sol sous vos pieds. Vous êtes là, enveloppés dans des fourrures épaisses, cousues avec une précision incroyable. Vous faites partie d'un petit groupe d'humains. Vous n'êtes pas nombreux, peut-être 20 ou 30 personnes. Votre famille, votre tribu. Vous êtes des survivants ultimes. Chaque jour est une bataille pour les calories, pour la chaleur, pour la vie. Vous regardez vers l'est et vous ne voyez pas d'océan. Là où devrait se trouver la mer de Bering, il y a de la terre. Une terre nouvelle, une terre mystérieuse. Mais avant de faire le premier pas sur ce nouveau territoire, posez-vous cette question. Pourquoi partir ? Pourquoi quitter la sécurité relative des terres que vos ancêtres ont chassées pendant des générations ? Avant que nous ne nous perdions complètement dans cette aventure glacée, prenez une seconde pour cliquer sur le bouton s'abonner, pour être sûr de ne pas manquer la suite de ce voyage épique. La réponse à pourquoi partir est probablement la faim, ou la curiosité, ou une combinaison des deux. Les humains de cette époque ne sont pas des explorateurs qui cherchent la gloire. Ce sont des prédateurs et des cueilleurs. Ils suivent la nourriture, et la nourriture se déplace. Imaginez les troupeaux de mammouths laineux, ces géants hirsutes avec leurs longues défenses courbées, marchant lourdement vers l'est, cherchant de l'herbe fraîche. Imaginez les bisons des steppes, massifs et puissants, migrant lentement. Si vous voulez manger, vous devez les suivre. Vous ne savez pas que vous découvrez un nouveau continent. Vous pensez simplement que vous suivez le dîner de demain. C'est un concept fascinant, n'est-ce pas ?
L'idée que la plus grande découverte géographique de l'histoire humaine a été faite presque par accident. C'est comme si nous découvrions une porte vers Mars, simplement en cherchant un meilleur endroit pour cultiver des pommes de terre. Ces premiers pionniers possédaient une technologie que nous sous-estimons souvent. Quand nous pensons aux hommes des cavernes, nous imaginons des brutes avec des bâtons. Mais c'est faux. Pour survivre ici, à la porte des Amériques, il fallait être un ingénieur. Pensez à l'aiguille à chasse. Une invention simple? Non, une révolution. La capacité de coudre des vêtements étanches au vent et à l'eau était la technologie spatiale de l'époque. Sans vêtements complexes, multicouches et parfaitement ajustés, vous mourriez en quelques minutes dans ce climat. Ils avaient le feu, bien sûr, mais ils savaient aussi construire des abris isolés avec des os de mammouth et des peaux, créant des microclimats chauds au milieu de l'enfer blanc. L'environnement autour de vous est brutal, mais il est aussi riche. Regardez autour de vous dans cette steppe imaginaire. Ce n'est pas vide. Il y a des lions des cavernes, plus grands que les lions d'Afrique moderne, qui rôdent dans les herbes hautes. Il y a des loups géants. Et il y a vous, les humains, armés de lances à pointe de pierre, d'une intelligence aiguisée et d'une capacité de coopération inégalée. Vous êtes le prédateur le plus dangereux de ce paysage. Mais il y a une barrière. Pendant longtemps, l'accès à l'Amérique du Nord était bloqué. Pas par l'eau, mais par la glace. Imaginez deux immenses calottes glaciaires couvrant le Canada. La calotte glaciaire de la cordillère à l'ouest, sur les montagnes, et la calotte glaciaire laurentidienne à l'est, couvrant le reste du continent. À certains moments, ces deux géants se sont rencontrés, fusionnant pour former un mur infranchissable de plusieurs kilomètres de haut. C'était une porte fermée. Personne ne pouvait passer. La vie s'arrêtait là. C'est pourquoi, pendant des milliers d'années, les humains sont restés en Asie. Ils étaient aux portes du Nouveau Monde, mais les portes étaient pas verrouillées par le froid lui-même. Cependant, le climat de la Terre n'est jamais statique. Il change, il respire. Il y a environ 23 000 ans, quelque chose a commencé à changer. Le niveau de la mer était à son plus bas. La terre qui reliait la Sibérie à l'Alaska était à son plus large. Ce n'était pas un simple pont terrestre étroit comme on le voit souvent dans les dessins animés. C'était un sous-continent, une terre immense, presque aussi grande que l'Australie. Les scientifiques l'appellent la Béringie. Et c'est là que notre histoire prend un tournant étrange. Avez-vous déjà pensé à ce que cela ferait de vivre dans un endroit qui n'existe plus? Un endroit qui est maintenant sous l'océan? C'est le destin de la Béringie. Mais pour l'instant, dans notre histoire, elle est là. Elle est sèche. Elle est recouverte de toundra et de steppe. Et elle vous invite à entrer. Vous faites le premier pas. Vous quittez la Sibérie, ferme, pour entrer sur cette terre de transition. Vous ne savez pas que vous ne pourrez jamais faire demi-tour. Vous ne savez pas que vos descendants peupleront des jungles amazoniennes, des déserts andins et des grandes plaines américaines. Pour vous, c'est juste un autre jour de marche dans le froid. Laissez-moi vous donner une liste rapide pour que vous compreniez bien à quoi ressemblait la vie quotidienne de ces voyageurs intrépides. Premièrement, le régime alimentaire. Il était basé sur la viande et la graisse. Dans le grand froid, vous avez besoin de calories massives, juste pour garder votre corps chaud. Ils mangeaient du mammouth, du renne, du cheval sauvage. Deuxièmement, la mobilité. Ils ne restaient jamais au même endroit très longtemps. Leurs maisons étaient portables, comme des tentes sophistiquées. Troisièmement, la communauté. La solitude signifiait la mort. Chaque membre du groupe avait un rôle vital. Si vous vous cassiez une jambe, le groupe prenait soin de vous, ou vous mouriez. Il n'y avait pas de juste milieu. Quatrièmement, les outils. Ils utilisaient des pierres taillées avec une précision chirurgicale, des microlames, petites et tranchantes comme des rasoirs, insérées dans des os, ou du bois pour faire des armes composites. C'est une existence dure, mais c'est une existence libre. Il n'y a pas de frontières, pas de roi, pas d'impôts. Juste vous, votre tribu
et la nature sauvage. Mais alors que vous avancez plus profondément dans cette terre nouvelle, le climat commence à jouer des tours. Les hivers deviennent plus longs. Le froid devient plus intense. Vous ne le savez pas encore, mais vous entrez dans un piège géographique. Derrière vous, le climat change. Devant vous, les murs de glace bloquent encore le chemin vers le sud. Vous êtes sur le point d'entrer dans une période d'isolement qui durera des milliers d'années. C'est ce que les scientifiques appellent la pause de la Béringie, ou le Beringian Standstill. Imaginez que vous êtes bloqué dans un aéroport pendant quelques heures. C'est ennuyeux? Maintenant, imaginez que vous êtes bloqué sur un pont terrestre, entre deux continents pendant 5000 ans. C'est ce qui est arrivé à ses ancêtres. Ils ne traversaient pas simplement le pont. Ils y vivaient. Ils sont devenus un peuple distinct, génétiquement unique, isolé du reste de l'Asie et incapable d'entrer en Amérique. Ils étaient les fantômes de la Béringie, attendant que la glace fonde, attendant que la porte s'ouvre. C'est là que la magie de la génétique moderne entre en jeu. En analysant l'ADN des peuples autochtones d'Amérique aujourd'hui, nous pouvons voir les traces de cette longue pause. Nous voyons des mutations génétiques uniques qui ne se sont produites que là, dans cet isolement glacial. C'est comme une capsule temporelle dans notre sang. C'est la preuve que vos ancêtres n'ont pas simplement couru à travers la glace. Ils ont fait de la glace leur maison. Ils ont appris à aimer ce paysage brutal. Ils ont nommé les montagnes qui sont maintenant des îles. Ils ont chassé dans des vallées qui sont maintenant au fond de la mer. Alors que nous terminons cette première partie de notre voyage, je veux que vous gardiez cette image en tête. Un petit groupe de familles rassemblés autour d'un feu vacillant, au milieu d'une plaine immense et sombre. Au-dessus d'eux, les aurores boréales dansent dans le ciel, des rideaux de lumière verte et violette. Autour d'eux, l'obscurité est remplie des bruits de monstres préhistoriques. Ils sont seuls, ils sont isolés, mais ils sont prêts. Ils sont au seuil d'un nouveau monde, attendant que la terre se réchauffe juste assez pour leur laisser un passage. Dans la prochaine partie, nous explorerons ce monde perdu de la Béringie plus en profondeur, et nous découvrirons comment ils ont survécu dans cet isolement pendant des millénaires, coupés de tout ce qu'ils connaissaient. La porte est fermée pour l'instant, mais la clé est en train de tourner. Le voyage ne fait que commencer. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur un pont terrestre. Le mot pont est trompeur. Il nous fait penser à une route étroite, une simple autoroute de terre, que l'on traverse le plus vite possible pour aller d'un point A à un point B. Mais la Béringie n'était pas un pont, c'était un monde en soi. C'était un continent perdu, un sanctuaire caché au milieu de la glace, un endroit où le temps semblait s'être arrêté. Bienvenue dans la deuxième partie de notre voyage, au cœur de la terre perdue de la Béringie. Imaginez que vous êtes toujours là, il y a 20 000 ans. Mais cette fois, regardez la carte dans votre esprit. La terre sous vos pieds s'étend sur plus de 1600 kilomètres du nord au sud. C'est plus large que la distance entre Londres et Rome. C'est plus grand que la France et l'Allemagne réunies. Ce n'est pas un couloir de transit. C'est un vaste pays. Et pour les milliers d'années à venir, c'est votre maison. Vous ne savez pas qu'il existe une Asie derrière vous. Vous ne savez pas qu'il existe une Amérique devant vous. Il n'y a que ici. Il n'y a que la Béringie. Pourquoi vos ancêtres sont-ils restés ici si longtemps? Pourquoi ne pas avoir continué à marcher? La réponse réside dans une étrange anomalie climatique. Alors que le reste de l'hémisphère nord était enterré sous des kilomètres de glace blanche et stérile, la Béringie était une oasis. C'était un paradoxe. Bien qu'elle soit située dans le cercle arctique, elle n'était pas entièrement glacée. Les courants d'air du Pacifique apportaient juste assez d'humidité, et les montagnes environnantes bloquaient les pires glaciers. Cela a créé un écosystème unique qui n'existe nulle part sur Terre aujourd'hui. Imaginez une steppe toundra. Ce n'est pas la neige profonde, où l'on s'enfonce jusqu'à la taille. C'est un sol ferme, couvert d'herbes robustes, de fleurs sauvages résistantes au froid, et surtout d'arbustes, des buissons de saules et de bouleaux nains. Cela peut sembler insignifiant, mais pour votre survie,
C'est la différence entre la vie et la mort. Ces arbustes signifient du bois. Le bois signifie le feu. Le feu signifie la vie. Contrairement aux plaines gelées de Sibérie où le combustible était rare, ici, au cœur de la Béringie, vous pouviez construire des foyers chauds et durables. C'est ici que se produit le Beringian Standstill, ou la pause béringienne. C'est un concept fascinant que les généticiens et les archéologues ont découvert récemment. Pendant longtemps, nous pensions que les humains avaient traversé cette zone rapidement, en quelques siècles peut-être. Mais l'ADN raconte une histoire différente, une histoire de patience et d'isolement. L'ADN des premiers Américains montre qu'ils se sont séparés génétiquement de leurs ancêtres asiatiques il y a environ 25 000 ans, mais qu'ils ne sont entrés en Amérique que 10 000 ans plus tard. Où étaient-ils pendant ces milliers d'années manquantes? Ils étaient ici, coincés, isolés. Pensez-y comme à une cocotte minute génétique. Imaginez un petit groupe de personnes, peut-être quelques milliers, coupés du reste de l'humanité par des murs de glace infranchissables à l'est et par l'océan montant à l'ouest. Ils ne pouvaient rencontrer personne d'autre. Ils ne pouvaient se marier qu'entre eux. Pendant des centaines de générations, cet isolement a transformé leur code génétique. C'est ici, sur ce continent englouti, que les caractéristiques uniques des peuples autochtones des Amériques sont nées. Ils ont cessé d'être des Sibériens de l'Est. Ils sont devenus quelque chose de nouveau. Ils sont devenus les premiers Américains, bien avant de poser le pied sur le sol américain actuel. À quoi ressemblait la vie quotidienne dans ce jardin clos de l'Arctique? C'était une vie rythmée par les saisons extrêmes. L'hiver ici est long et sombre. Pendant des mois, le soleil ne se lève presque pas. Vous vivez dans un crépuscule perpétuel, éclairé seulement par la lune sur la neige et les étoiles incroyablement brillantes. Avez-vous déjà ressenti le silence absolu de la nature? Pas le silence d'une chambre calme, mais le silence d'un monde sans machine, sans avion, sans bruit de fond. Juste le sifflement du vent et le craquement de la terre gelée. C'est un silence qui peut rendre fou, ou qui peut vous connecter profondément à l'univers. Pour survivre ici, l'observation était votre super pouvoir. Voici quelques éléments clés de votre environnement que vous deviez maîtriser parfaitement. Premièrement, la mégafaune spécifique. En Béringie, les animaux étaient adaptés à cette steppe herbeuse. Vous chassiez l'antilope saïga, avec son nez étrange et bulbeux conçu pour réchauffer l'air froid avant qu'il n'atteigne ses poumons. Vous chassiez le cheval de l'Aléna, une espèce robuste et petite. Ces animaux étaient votre garde-manger mobile. Deuxièmement, les vallées refuges. La Béringie n'était pas plate partout. Il y avait des vallées profondes, protégées des vents catabatiques qui descendaient des glaciers. C'est là que vous installiez vos camps d'hiver. C'est là que les arbustes poussaient le mieux, offrant du bois pour brûler les os de mammouth, un combustible qui brûle chaud et longtemps. Troisièmement, l'eau douce. Avec autant d'eau emprisonnée dans la glace, le monde était aride. Trouver de l'eau liquide en hiver était un défi constant. Vous deviez savoir quelle glace faire fondre, quelle neige était propre, comment conserver chaque goutte. C'est étrange de penser que sous les eaux froides de la mer de Bering aujourd'hui, il y a peut-être des traces de camps, d'outils en pierre, d'ossements d'enfants qui ont grandi en pensant que ce monde de terre ferme durerait éternellement. C'est l'Atlantide de la préhistoire, un monde réel, vibrant, plein de drames humains, d'amour, de guerre et d'histoire, qui a simplement disparu sous les vagues. Mais rien ne dure éternellement, pas même la glace. Vers la fin de votre séjour en Béringie, le monde a commencé à changer à nouveau. Lentement, imperceptiblement au début, le climat s'est réchauffé. C'était une bonne nouvelle, pensiez-vous peut-être? Plus de chaleur, plus de plantes. Mais c'était un piège. La chaleur faisait fondre les grands glaciers. L'eau montait. La terre sur laquelle vous viviez, ce vaste continent refuge, commençait à rétrécir. Les côtes se rapprochaient. Votre maison était en train d'être inondée. C'était le signal. Le grand départ. Vous ne pouviez plus rester. La mer vous poussait. Et en même temps, quelque chose d'incroyable se produisait à l'est. Les grands murs de glace, ces barrières qui avaient
bloqué vos ancêtres pendant 5000 ans, commençait à se fissurer. Un chemin s'ouvrait. Ce n'était pas une route facile. C'était un couloir dangereux, instable, entouré de falaises de glace prêtes à s'effondrer. Mais c'était une issue. Vous, avec votre nouvelle identité génétique, avec vos outils sophistiqués, avec votre culture forgée dans l'isolement de la toundra, vous vous êtes tourné vers l'Est, vers le soleil levant, vers l'Amérique. Vous étiez prêts à quitter le berceau de la Béringie pour affronter les géants du Nouveau Monde. Et croyez-moi, vous alliez en avoir besoin, car ce qui vous attendait de l'autre côté de la glace n'était pas un paradis vide. C'était un monde dominé par des monstres, des créatures plus grandes, plus féroces et plus terrifiantes que tout ce que vous aviez chassé jusqu'ici. Dans la prochaine partie, nous traverserons enfin la glace pour entrer dans le royaume des mégabêtes. Préparez-vous à rencontrer l'ours à face courte, une machine à tuer qui pouvait vous regarder dans les yeux, tout en restant à quatre pattes. La sécurité de la Béringie est derrière nous. Le danger réel commence maintenant. Vous avez laissé la sécurité relative de la Béringie derrière vous. Vous avez marché vers l'Est, guidé par une curiosité insatiable, ou peut-être par le désespoir de la faim. Et maintenant, vous y êtes. Vous avez franchi le seuil. Vous êtes officiellement en Amérique du Nord. Mais ce n'est pas l'Amérique des cartes postales. C'est une terre de géants. Si vous pensiez que les lions des cavernes de Sibérie étaient effrayants, préparez-vous, car vous venez d'entrer dans un monde qui ferait passer Jurassic Park pour un zoo pour enfants. Bienvenue dans la 3e partie de notre voyage, le royaume de la mégafaune. Imaginez que vous êtes debout dans une vaste plaine herbeuse, quelque part dans ce qui est aujourd'hui l'Alberta ou le Montana. L'air est pur, tranchant, et porte des odeurs que vous ne reconnaissez pas. L'échelle de ce paysage est écrasante. Tout semble plus grand ici. Le ciel est plus vaste, les montagnes plus hautes, et les ombres plus longues. Soudain, le sol se met à trembler. Ce n'est pas un tremblement de terre, c'est un rythme. Boum, boum, boum. Vous vous figez. Votre main serre instinctivement le manche en bois de votre lance. Votre cœur bat si fort que vous avez peur qu'il ne vous trahisse. Sortant de la brume matinale, une silhouette émerge. C'est immense, c'est poilu, et ça vous regarde. Vous venez de rencontrer un mammouth de colon. Il est différent de ses cousins laineux que vous connaissiez en Sibérie. Il est plus grand, moins poilu, un véritable titan de 4 mètres de haut à l'épaule. Ses défenses sont des lances d'ivoire courbées qui pourraient empaler un homme sans effort. Mais le mammouth, aussi intimidant soit-il, est une proie potentielle. Ce n'est pas lui qui hante vos cauchemars. Le véritable monstre est ailleurs. Fermez les yeux un instant et imaginez la peur la plus pure que vous ayez jamais ressentie. Maintenant, multipliez-la par 10. C'est ce que ressentaient vos ancêtres face à l'Arctodus simus, l'ours à face courte. Oubliez les grizzlies modernes. À côté de cette créature, un grizzly ressemble à un ours en peluche. L'ours à face courte était le plus grand carnivore terrestre de l'ère glaciaire en Amérique. Laissez-moi vous peindre un tableau de cette horreur biologique pour que vous compreniez bien le danger. Imaginez un ours qui, lorsqu'il est à 4 pattes, vous regarde droit dans les yeux. Son épaule est à la hauteur de votre tête, à 1,80 m du sol. Et s'il décide de se dresser sur ses pattes arrière, il atteint presque 4 mètres de haut. Il pourrait regarder par la fenêtre du premier étage d'une maison moderne. Mais sa taille n'est pas sa caractéristique la plus terrifiante. C'est sa vitesse. Les ours modernes sont trapus, avec des pattes faites pour la force. L'Arctodus était différent. Il avait des pattes longues et fines, comme celles d'un coureur de fond. Il n'était pas construit pour fouiller les poubelles ou pêcher le saumon paresseusement. Il était construit pour courir. C'était une machine de poursuite biologique conçue pour courir après des chevaux sauvages et des antilopes sur de longues distances. Imaginez un instant, vous êtes à pied, dans une plaine ouverte, et un monstre de 1000 kilos fonce sur vous à 60 km à l'heure. Vous ne pouvez pas grimper à un arbre, il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas courir plus vite que lui. C'est une confrontation où la seule issue est l'intelligence ou la mort. Avez-vous déjà pensé à ce que cela ferait d'être en bas de la chaîne alimentaire ? Aujourd'hui, nous sommes les maîtres de la planète. Nous avons des fusils,
des murs, des villes. Mais à l'époque, nous étions de la viande tendre et lente. C'est une leçon d'humilité terrifiante. C'est peut-être le moment idéal pour vous demander, face à une telle créature, quel serait votre réflexe? La fuite paniquée ou la paralysie totale? Dites-le moi dans les commentaires. C'est fascinant de voir comment nos instincts de survie réagissent, même en imagination. Mais l'ours n'était pas le seul danger. La nuit, lorsque vous étiez blottis autour de vos petits feux, essayant de ne pas faire de bruit, d'autres yeux brillaient dans l'obscurité. Il y avait le chat cimétaire, ou Homotherium. Contrairement au célèbre tigre à dents de sabre qui était un chasseur d'embuscades solitaire et musclé, le chat cimétaire était un cauchemar différent. Il chassait en meute. Imaginez des lions, mais adaptés au froid, avec des dents dentelées comme des couteaux à steak, capables de trancher la gorge d'une proie en une fraction de seconde. Ils étaient rapides, endurants et sociaux. Si vous en voyiez un, il y en avait probablement 5 autres derrière vous que vous n'aviez pas vus. Et n'oublions pas le loup sinistre, le canidyrus, plus grand, plus lourd et avec une mâchoire beaucoup plus puissante que le loup gris moderne. Ils pouvaient broyer des os avec leurs dents. Pour eux, un humain isolé n'était qu'une collation facile. Alors, comment avons-nous survécu? Comment, nous, petits primates sans griffes, sans crocs, sans carapace, avons-nous réussi non seulement à survivre, mais à conquérir ce continent rempli de monstres? La réponse réside dans 3 armes invisibles que nous portions avec nous. Premièrement, la technologie de pointe. Nos lances n'étaient pas de simples bâtons pointus. Nos ancêtres ont développé des pointes de pierre cannelées, tranchantes comme du verre chirurgical, capables de pénétrer la peau épaisse d'un mammouth. Ils ont inventé le propulseur, un outil qui agissait comme une extension du bras, permettant de lancer une sagaie avec une force et une vitesse incroyables, capable de transpercer un cœur à distance. Deuxièmement, le feu. C'était notre bouclier magique. Aucun animal, aussi grand et féroce soit-il, n'aime le feu. Une torche enflammée pouvait faire reculer un ours géant juste assez longtemps pour s'échapper. Le feu transformait la nuit, le royaume des prédateurs, en un espace où nous pouvions voir et nous défendre. Troisièmement, et c'est le plus important, la coopération. Un humain seul contre un ours à face courte est mort. 10 humains, coordonnés, communiquant avec un langage complexe, planifiant des pièges et des stratégies, deviennent une force de la nature. Nous n'étions pas les plus forts, mais nous étions les plus intelligents et les plus organisés. Nous étions les loups, ultimes, mais bipèdes et armés. Il y a une ironie tragique ici. En entrant dans ce nouveau monde, nous avions peur des monstres. Nous regardions les ombres avec terreur. Mais nous ne réalisions pas la vérité brutale. Pour la mégafaune, le monstre, c'était nous. Ces animaux n'avaient jamais vu d'humains. Ils n'avaient pas peur de nous. Ils ne savaient pas que ces petites silhouettes bipèdes portaient la mort à distance. Cette naïveté écologique allait causer leur perte. Imaginez la scène. Un troupeau de mastodontes broutant paisiblement dans une forêt de pins. Ils voient des humains approcher. Ils ne fuient pas. Ils sont curieux. Et soudain les lances volent. Le chaos éclate. L'histoire de la conquête des Amériques n'est pas seulement une histoire de survie. C'est l'histoire de comment une espèce invasive, l'Homo sapiens, est devenue le super prédateur le plus efficace que la Terre ait jamais connu. Mais avant de dominer, il fallait d'abord passer. Il fallait trouver un chemin à travers ou autour de la glace pour atteindre ces terres riches. Et c'est là que le grand débat commence. Comment sont-ils descendus vers le sud? Ont-ils marché à travers un couloir terrifiant entre 2 murs de glace? Ou ont-ils pris des bateaux pour naviguer le long d'une côte sauvage et dangereuse? Dans la prochaine partie, nous allons explorer ce choix critique. Le grand corridor contre l'autoroute du Varech. 2 chemins, 2 risques mortels. Et un seul but. Trouver une terre où la vie est possible. Préparez-vous, car la glace est sur le point de fondre et le chemin va s'ouvrir. Le voyage vers le sud commence. Écoutez attentivement. Fermez les yeux et écoutez. Vous entendez ce son? Ce n'est plus le sifflement constant du vent arctique. C'est quelque chose de nouveau. C'est un bruit rythmé, répétitif. Goutte, goutte,
Goutte, puis un craquement soudain, comme un coup de tonnerre venant du sol, suivi d'un grondement sourd. Le monde silencieux et gelé de vos ancêtres est en train de changer. La glace, cette force éternelle et invincible, est en train de mourir. Elle fond. Bienvenue dans la 4e partie de notre voyage, la grande ouverture. Imaginez que vous vous tenez devant le plus grand mur que vous ayez jamais vu. Devant vous, 2 monstres de glace titanesques se sont rencontrés pendant des millénaires. À l'ouest, la calotte glaciaire de la cordillère, couvrant les montagnes rocheuses. À l'est, l'immense calotte laurentidienne, écrasant le reste du continent. Ensemble, elles formaient une barrière infranchissable, un barrage scellant l'Amérique du Nord. Mais maintenant, il y a environ 14 000 ans, la planète se réchauffe. Et pour la première fois depuis une éternité, ces 2 géants commencent à se séparer. Une fissure apparaît. Elle s'élargit, lentement, siècle après siècle. Un chemin se crée entre les murs de glace. Les scientifiques l'appellent le couloir libre de glace. C'est un nom qui semble accueillant, n'est-ce pas? Il évoque une autoroute ouverte, une invitation à passer. Mais la réalité pour vous, le voyageur, est bien plus terrifiante. Ce n'est pas une route pavée vers le paradis. C'est une cicatrice boueuse et dangereuse à la surface de la Terre. Visualisez ce couloir. Il s'étend sur plus de 1500 kilomètres du nord au sud. C'est comme marcher de Paris à Rome ou de New York à la Floride. Mais ici, il n'y a pas de ville, pas de station-service, pas de repos. Il n'y a que 2 murs de glace, sales et bleus, qui s'élèvent à des centaines de mètres, au-dessus de votre tête, de chaque côté, bloquant le soleil et le ciel. Vous marchez dans le fond d'un canyon artificiel, créé par la fonte. Le sol sous vos pieds est un cauchemar. C'est un mélange de boue glaciale, de gravier instable et d'énormes lacs d'eau de fonte turquoise et froide. Un faux pas, et vous tombez dans une eau à 0 degré qui aspire la chaleur de votre corps en quelques secondes. L'air est humide, lourd et rempli de brouillard. Vous ne pouvez pas voir loin devant vous. Vous marchez vers l'inconnu, guidé seulement par l'espoir que ce tunnel de glace a une fin. Mais le plus grand danger n'est pas le froid, c'est la faim. Pendant des décennies, les scientifiques ont pensé que ce couloir était une prairie luxuriante, pleine d'herbes et d'animaux, une voie royale pour les chasseurs de mammouths. C'était l'image classique des livres d'histoire. Mais des études récentes, basées sur l'ADN ancien trouvé au fond des lacs de ce couloir, racontent une histoire beaucoup plus sombre. Ces études montrent que pendant très longtemps, ce couloir était un désert biologique. Après le retrait de la glace, la terre était morte. Il a fallu des siècles pour que l'herbe pousse, pour que les animaux arrivent. Si vous êtes parmi les premiers à tenter cette traversée, vous marchez dans un monde sans nourriture. Il n'y a pas de bois pour le feu, pas de gibier à chasser. Vous devez transporter chaque calorie que vous allez manger sur votre dos. C'est une marche de la mort. C'est ici que je dois vous poser une question qui hante les archéologues. Si vous étiez à leur place, à l'entrée de ce couloir sombre et stérile, le prendriez-vous? Risqueriez-vous la vie de votre famille dans ce tunnel de 1000 kilomètres, sans savoir s'il y a une sortie? Ou resteriez-vous en sécurité dans le nord? Dites-moi ce que vous feriez dans les commentaires. L'aventurier en vous prendrait-il le dessus sur le survivant prudent? Cette question est cruciale, car elle a bouleversé notre compréhension de l'histoire. Pendant longtemps, on nous a enseigné la théorie Clovis First, l'idée que les premiers Américains sont arrivés par ce couloir en marchant, chassant de gros gibiers. C'est une belle histoire, héroïque, masculine, des chasseurs intrépides conquérant la nature. Mais si le couloir était fermé ou mortellement vide au moment où les premiers humains sont arrivés au sud, alors cette théorie s'effondre. C'est comme découvrir que la porte principale d'une maison était verrouillée, mais que les gens sont quand même entrés. Comment ont-ils fait? Ils ont dû trouver une autre entrée. Une entrée que nous avons ignorée pendant des décennies parce qu'elle semblait trop difficile, trop technique pour des hommes des cavernes. Mais revenons à vous, dans le couloir. Supposons que vous ayez attendu.
Supposons que vous arriviez un peu plus tard, quand la mousse et l'herbe ont commencé à coloniser la boue. Vous marchez depuis des semaines. Le mur de glace à votre droite semble infini. Le mur à votre gauche est oppressant. Vous vous sentez petit, insignifiant, écrasé par la masse géologique de la planète. Puis, un jour, la lumière change. Le vent change. L'air ne sent plus la glace pilée et la poussière de roche. Il sent la terre riche. Il sent le pain. Il sent la vie. Les murs s'écartent enfin. L'horizon s'ouvre. Vous sortez du couloir. Et ce que vous voyez vous coupe le souffle. Devant vous, le monde n'est plus gris et blanc. Il est vert. D'un vert éclatant, vibrant, impossible. Des forêts immenses s'étendent à perte de vue. Des rivières scintillantes serpentent à travers des vallées riches. Et au loin, vous voyez des troupeaux d'animaux si nombreux qu'ils ressemblent à des ombres mouvantes sur la terre. Vous avez réussi. Vous avez traversé le goulot d'étranglement. Vous êtes au sud des calottes glaciaires. C'est l'Amérique véritable. Un continent vierge, intact, qui n'a jamais connu le pas de l'homme. C'est un jardin d'Éden préhistorique. Mais attendez, alors que vous descendez dans cette nouvelle terre promise, vous remarquez quelque chose d'étrange. Vous vous attendiez à être les premiers. Vous vous attendiez à être les pionniers absolus. Mais en regardant attentivement le sol, ou peut-être en observant la fumée lointaine d'un feu de camp à l'horizon, vous réalisez une vérité choquante. Vous n'êtes peut-être pas les premiers. Il est possible que d'autres soient arrivés avant vous, mais ils ne sont pas passés par le couloir de glace. Ils n'ont pas marché dans la boue et la misère. Ils ont pris une route complètement différente, une route que nous pensions impossible. Ils sont venus par la mer. Dans la prochaine partie, nous allons quitter la boue du couloir pour l'air salé de l'océan Pacifique. Nous allons explorer la théorie révolutionnaire de l'autoroute du Varech. Préparez-vous à monter à bord, car l'histoire de l'Amérique ne commence peut-être pas avec une marche, mais avec un voyage en bateau. L'histoire que l'on nous a racontée à l'école était simple. Les humains sont des marcheurs. Nous sommes sortis d'Afrique à pied. Nous avons traversé l'Asie à pied. Et naturellement, nous aurions conquis l'Amérique à pied, en traversant péniblement ce couloir de glace dont nous venons de parler. C'est logique, c'est terrestre, mais c'est peut-être faux. Bienvenue dans la 5e partie de notre voyage, l'autoroute du Varech. Ici, nous abandonnons la terre ferme pour l'imprévisible, le dangereux et le magnifique océan Pacifique. Imaginez que vous êtes un explorateur, mais pas un de ceux qui portent des fourrures lourdes et marchent dans la neige. Vous êtes un marin, vous êtes né au bord de l'eau. Votre monde n'est pas fait de glace et de roches, mais de vagues, de sel et de marées. Nous sommes il y a 16 000 ans, peut-être même plus tôt, bien avant que le couloir de glace intérieur ne soit praticable. Alors que l'intérieur du continent est verrouillé par la glace, la côte, elle, est vivante. Visualisez la côte ouest de l'Amérique du Nord à cette époque. Ce n'est pas la Californie ensoleillée avec ses surfeurs. C'est un paysage sauvage, brumeux, parsemé d'îles et de fjords glacés. Mais regardez sous la surface de l'eau. C'est là que se trouve le secret. Une immense forêt sous-marine s'étend du Japon jusqu'à la Basse-Californie. C'est une forêt de varech, des algues géantes qui poussent vers la lumière comme des arbres dorés. Pourquoi est-ce important? Parce que cette forêt est une autoroute, une Kelpie Highway. Dans cet écosystème riche, la vie foisonne. Il y a des otaries, des loutres de mer, des oursins, des ormeaux, des poissons par millions. Pour un humain, c'est un buffet à volonté qui s'étend sur des milliers de kilomètres. Contrairement au couloir de glace intérieur où vous risquez de mourir de faim, ici, sur la côte, le dîner est toujours servi. Vous n'avez pas besoin de chasser un mammouth géant et dangereux. Vous avez juste besoin de ramasser des coquillages à marée basse ou de harponner un phoque. Mais pour emprunter cette autoroute, vous avez besoin d'une technologie que nous n'associons pas souvent à l'âge de pierre. Le bateau. Imaginez ces embarcations. Ce ne sont pas des navires en bois avec des voiles en toile. Ce sont probablement des umiaks ou des kayaks, des cadres légers en bois ou en os de baleine, recouverts de peau de bête cousue et imperméabilisés avec de la graisse. Ils sont légers, rapides et silencieux.
Fermez les yeux et imaginez-vous dans l'un de ces bateaux. Vous glissez sur une eau noire et glacée. À votre droite, l'océan Pacifique s'étend à l'infini, puissant et effrayant. À votre gauche, des murs de glace bleue tombent directement dans la mer, créant des icebergs qui gémissent en se détachant. Vous naviguez dans un labyrinthe de glace et d'eau. C'est dangereux, oui. Une tempête peut vous tuer. Une vague scélérate peut vous engloutir, mais vous avancez vite, beaucoup plus vite que ceux qui marchent. En bateau, vous pouvez parcourir 30, 40 kilomètres par jour avec votre famille et vos provisions. Cette théorie change tout. Elle suggère que les premiers Américains n'étaient pas seulement des chasseurs de gros gibier, mais des marins sophistiqués. Elle explique comment les humains ont pu atteindre l'Amérique du Sud, au site de Monteverde au Chili, si rapidement, bien avant que le couloir terrestre ne soit ouvert. Ils ont simplement sauté, d'île en île, de refuge en refuge, longeant la côte à toute vitesse. Mais il y a un problème, un grand problème. Où sont les preuves? Si cette autoroute était si fréquentée, où sont les bateaux? Où sont les villages côtiers? Où sont les hameçons et les harpons? La réponse est tragique. Ils sont sous l'eau. Rappelez-vous, à la fin de l'ère glaciaire, la glace a fondu. Le niveau de la mer est monté de 120 mètres. 120 mètres, c'est la hauteur d'un immeuble de 40 étages. Toute la ligne côtière, où vos ancêtres auraient campé, mangé et dormi, est maintenant loin au large, enterrée sous des tonnes d'eau salée et de sédiments. L'histoire de ces premiers marins a été effacée par la marée montante de l'histoire géologique. C'est comme si quelqu'un avait déchiré les premières pages d'un livre. Nous savons qu'elles étaient là, mais nous ne pouvons plus les lire. Les archéologues doivent maintenant faire de la plongée sous-marine, utiliser des sonars et des robots pour essayer de trouver des traces infimes de cette migration fantôme. Récemment, ils ont trouvé des empreintes de pas sur une île au large du Canada, datant de 14 000 ans. Des empreintes humaines sur une île. Cela prouve qu'ils avaient des bateaux. C'est une petite preuve, mais elle change tout. C'est une pensée fascinante, n'est-ce pas? L'idée que la plus grande vague de migration de l'histoire humaine n'a peut-être pas laissé de traces de pas dans la poussière, mais des sillages dans l'eau. Cela redonne à nos ancêtres une intelligence et une adaptabilité incroyables. Ils n'étaient pas seulement têtus à marcher vers le sud, ils étaient opportunistes. Ils ont vu l'océan non pas comme une barrière, mais comme un chemin. Laissez-moi vous donner une liste rapide pour comparer ces deux routes, car c'est essentiel pour comprendre le débat. Le couloir terrestre, c'est la route dure, froid, fin, marche lente, danger des prédateurs terrestres. Mais c'est une route visible, avec des preuves archéologiques, pointe Clovis, que nous pouvons toucher. L'autoroute du Varech, côtière, c'est la route rapide, nourriture abondante, climat plus doux grâce à l'océan, déplacement rapide en bateau. Mais c'est une route invisible, ses preuves englouties par la mer. Alors, qui a raison? Probablement les deux. Il est très probable que des vagues différentes d'humains ont utilisé des méthodes différentes à des époques différentes. Peut-être que les premiers pionniers, les vrais découvreurs, sont venus par la mer, glissant silencieusement le long des glaciers comme des fantômes. Et plus tard, quand la glace a fondu, une autre vague est venue par la terre, apportant avec elle la célèbre culture Clovis. Mais peu importe comment ils sont arrivés, une chose est sûre. Une fois qu'ils ont dépassé la glace, que ce soit par terre ou par mer, ils se sont retrouvés face à un continent entièrement nouveau. Un monde vierge. Un monde qui n'avait jamais connu la main de l'homme, le feu de camp ou la pointe de lance. Imaginez l'émotion de ces premiers instants. Débarquer sur une plage de sable noir en Oregon ou en Californie. Voir des séquoias géants pour la première fois. Sentir l'odeur de la sauge et de la terre chaude. Vous n'êtes plus en survie. Vous êtes en exploration. Dans la prochaine partie, nous allons poser le pied à terre. Pour de bon. Nous allons entrer dans le monde, au sud de la glace. Nous allons assister à la naissance de la culture Clovis, ces mystérieux chasseurs dont les armes sont devenues célèbres dans toute l'Amérique du Nord. Préparez-vous,
car l'exploration du nouveau monde commence vraiment maintenant. Vous sentez cette différence dans l'air. Fermez les yeux et prenez une grande inspiration. L'air n'est plus aussi coupant, aussi métallique qu'en Sibérie ou dans le couloir de glace. Il est plus doux, chargé d'odeurs de pin, de terre humide et de fleurs sauvages. Vous entendez le chant des oiseaux, non pas le cri rauque des corbeaux arctiques, mais une symphonie de milliers d'espèces différentes. Vous n'êtes plus dans le vestibule gelé de l'Amérique. Vous êtes entré dans la maison. Bienvenue dans la 6e partie de notre voyage, le premier contact. Imaginez l'instant précis où vos ancêtres ont réalisé qu'ils avaient réussi. Ils ont laissé derrière eux les murs de glace oppressants et les côtes brumeuses. Devant eux s'étend un continent immense, vierge et absolument magnifique. L'Amérique du Nord, il y a 13 ou 14 000 ans, est un jardin d'Éden. Il n'y a pas de route, pas de clôture, pas de pollution. Juste une nature sauvage à l'état pur, s'étendant de l'océan Atlantique au Pacifique. Pour ces premiers humains, c'était comme atterrir sur une autre planète, mais une planète accueillante. Tout était nouveau, de nouvelles plantes à goûter, certaines délicieuses, d'autres mortelles, de nouveaux animaux à observer, de nouvelles rivières à nommer. C'est ici que l'esprit humain, avec sa curiosité insatiable, a vraiment brillé. Ils ne se sont pas contentés de survivre. Ils ont commencé à cartographier ce nouveau monde dans leur esprit, créant les premières histoires, les premiers mythes de cette terre. C'est dans ce contexte de découverte qu'émerge l'une des cultures les plus célèbres et les plus mystérieuses de l'archéologie, le peuple Clovis. Qui était-il? Pourquoi leur nom résonne-t-il dans tous les livres d'histoire? Le nom vient d'une petite ville du Nouveau-Mexique, où dans les années 1930, on a trouvé des pointes de lance distinctives, mélangées à des os de mammouth. Mais ce n'était pas juste une découverte locale. On a trouvé ces mêmes pointes partout, du Canada au Mexique, de la Floride à la Californie. Visualisez une pointe Clovis. Ce n'est pas juste un morceau de pierre taillé grossièrement. C'est une œuvre d'art. Elle est longue, fine, symétrique, taillée dans du silex, du chair ou de l'obsidienne de la plus haute qualité. Mais son secret, sa signature, c'est la cannelure. C'est une longue rainure creusée à la base de la pointe, des deux côtés. Pourquoi cette rainure? C'est une question d'ingénierie. Cette cannelure permettait de fixer la pointe très solidement sur une hampe en bois ou en os, évitant qu'elle ne se casse à l'impact. C'était une innovation technologique majeure, l'équivalent préhistorique de l'invention de la balle blindée, avec une pointe Clovis au bout d'une lance, propulsée par un atlatl, propulseur. Un chasseur pouvait transpercer la peau épaisse d'un mammouth ou d'un mastodonte et atteindre les organes vitaux. L'émergence soudaine de la culture Clovis est fascinante. C'est comme si, tout à coup, une mode ou une technologie s'était répandue à travers tout le continent à une vitesse fulgurante. En quelques centaines d'années seulement, ces pointes étaient partout. Cela nous dit deux choses incroyables sur ces premiers Américains. Premièrement, ils se déplaçaient vite. Très vite. Ils étaient des nomades ultimes, capables de parcourir des milliers de kilomètres en une génération, poussés par l'abondance de gibier. Deuxièmement, ils communiquaient pour que la même technologie, le même style de fabrication d'outils, se retrouve à New York et en Arizona à la même époque. Il fallait que les groupes se rencontrent, échangent, partagent des connaissances. Ce n'était pas une guerre de tous contre tous. C'était un réseau social continental, un Internet de pierres et de paroles. Imaginez une réunion de ces clans. Deux groupes se rencontrent, près d'une rivière dans le Tennessee actuel. Ils ne parlent peut-être pas exactement la même langue, mais ils se comprennent. Ils échangent des pierres précieuses. Un groupe a du silex du Texas, l'autre de l'obsidienne de l'Oregon. Ils partagent des histoires sur les monstres qu'ils ont vus, les endroits où l'eau est douce, les plantes qui soignent la fièvre. C'est ainsi que la connaissance de ce nouveau continent s'est construite. Autour du feu, par le partage. Mais cette expansion rapide a aussi un côté sombre, un côté prédateur. Rappelez-vous, ces humains entraient dans un monde où les animaux n'avaient pas peur d'eux. Les mammouths, les paresseux géants, les chameaux américains,
Oui, il y avait des chameaux ici. N'avait-on jamais vu de bipèdes armés de lances? C'était le syndrome de la naïveté insulaire, à l'échelle d'un continent. Pour un chasseur Clovis, c'était l'abondance absolue. Il n'y a rien de plus facile que de tuer un animal qui ne s'enfuit pas. Cette période est souvent appelée le Blitzkrieg préhistorique, une guerre éclair contre la nature. C'est ici que je veux que vous fassiez une pause et que vous réfléchissiez. Imaginez la puissance que ces gens devaient ressentir. Ils venaient d'un monde dur, froid, où chaque repas était un combat. Et maintenant, ils étaient dans un supermarché géant sans caissier. La tentation de prendre plus que nécessaire, de chasser les plus gros animaux pour la gloire et la nourriture facile, devait être immense. Mais n'oublions pas l'aspect humain, l'aspect émotionnel. Ce n'étaient pas seulement des machines à tuer. On a trouvé des caches d'outils Clovis qui semblent être des offrandes rituelles, des pointes de lance surdimensionnées, trop grandes pour être utilisées, peintes avec de l'ocre rouge, enterrées avec soin. Pourquoi? Peut-être pour remercier la terre? Peut-être pour apaiser les esprits des animaux tués? Cela montre une spiritualité naissante, une tentative de comprendre leur place dans ce nouvel univers. Il y a aussi la découverte tragique de l'enfant Hanzik I dans le Montana. Un petit garçon de moins de 2 ans, enterré il y a 12 600 ans, couvert d'ocre rouge et entouré de plus de 100 outils en pierre magnifique. La douleur de ses parents, qui ont sacrifié leurs outils les plus précieux, leurs moyens de survie, pour accompagner leur enfant dans l'au-delà, est palpable à travers les millénaires. Cela nous rappelle qu'ils étaient exactement comme nous. Ils aimaient, ils pleuraient, ils espéraient. Alors que les Clovis se répandaient, ils changèrent le visage de l'Amérique à jamais. Ils étaient les premiers véritables Américains, non pas par nationalité, mais par leur connexion à cette terre. Ils en connaissaient chaque rivière, chaque montagne. Mais leur succès allait bientôt se heurter à une crise majeure. Les animaux géants qu'ils chassaient avec tant de succès commençaient à disparaître. Était-ce la faute des humains? Ou le climat changeait-il trop vite? C'est l'un des plus grands mystères de la préhistoire. Et c'est exactement ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Préparez-vous pour le grand débat. Le Blitzkrieg contre le climat. La bataille pour la survie est sur le point de devenir beaucoup plus difficile. C'était un monde de géants. Et puis, soudainement, le silence. Imaginez que vous marchez dans une forêt en Amérique du Nord il y a 13 000 ans. Autour de vous, la vie est gigantesque. Vous voyez des castors de la taille d'ours noirs construire des barrages titanesques. Vous voyez des tatous de la taille de voitures, les glyptodons, brouter paisiblement. Vous entendez le barrissement profond des mastodontes qui résonne à travers les arbres. C'est un écosystème vibrant, bruyant, dominé par la mégafaune. Maintenant, avancez l'horloge de seulement 1000 ans. Vous revenez au même endroit. La forêt est toujours là. Les oiseaux chantent toujours. Mais les géants ont disparu. Il n'y a plus de tremblement de terre quand un troupeau passe. Il n'y a plus d'ombre massive à l'horizon. Ils sont tous partis, éteints, pour toujours. Bienvenue dans la 7e partie de notre voyage. La bataille pour la survie. Clovis contre mégafaune. C'est ici que nous plongeons dans l'une des scènes de crime les plus controversées de l'histoire de notre planète. Qui a tué les géants? Il y a 2 suspects principaux dans cette affaire. Le suspect numéro 1, c'est nous, les humains. Plus spécifiquement, les chasseurs de la culture Clovis dont nous venons de parler. C'est la théorie de la surexploitation ou overkill hypothesis. L'argument est simple et brutal. Les humains sont arrivés en Amérique, armés de lances sophistiquées et d'une faim insatiable, et ils ont massacré la mégafaune jusqu'à l'extinction. Imaginez la scène. Un groupe de chasseurs Clovis repère un mammouth solitaire embourbé dans la boue près d'un point d'eau. C'est une cible facile. Ils l'entourent. Les lances volent. L'animal qui n'a pas évolué pour craindre ces petits bipèdes ne sait pas comment réagir efficacement. Il meurt. C'est une victoire pour la tribu. Des tonnes de viande, de la fourrure, de l'ivoire, une fête qui dure des semaines, mais multipliez cette scène par des milliers de tribus, sur des centaines d'années. Les grands animaux ont un défaut fatal. Ils se reproduisent lentement. Un mammouth met 2 ans à porter un petit, et il faut plus de 10 ans pour que ce petit devienne adulte.
Si les humains tuent les mammouths plus vite qu'ils ne peuvent ne se reproduire, l'espèce est condamnée. C'est mathématique. C'est une vision sombre de nos ancêtres, n'est-ce pas? Elle nous peint comme des destructeurs écologiques, dès le premier jour. Mais avant de vous sentir trop coupable, regardons le suspect numéro 2. Le suspect numéro 2, c'est le climat. Rappelez-vous, nous sommes à la fin de l'ère glaciaire. Le monde changeait, radicalement et violemment. Il y a environ 12 900 ans, un événement climatique brutal appelé le Dryas récent a frappé la Terre. La planète, qui se réchauffait, a soudainement replongé dans un froid glacial. En quelques décennies seulement, les températures ont chuté drastiquement. Imaginez l'impact sur l'écosystème. Les forêts ont changé. Les prairies riches et nutritives dont dépendaient les géants ont disparu, remplacées par des toundras ou des forêts denses, moins comestibles. Les points d'eau se sont asséchés ou ont gelé. Les saisons sont devenues imprévisibles. Pour un animal spécialisé comme le mammouth ou le paresseux géant, le changement rapide est mortel. Ils ne pouvaient pas simplement changer de régime. Leur corps massif avait besoin de quantités énormes de calories spécifiques. Si l'herbe meurt, il meurt. Selon cette théorie, les humains n'étaient que des témoins de cette tragédie, ou peut-être ont-ils simplement achevé les quelques survivants affaiblis par la faim. Alors, qui est le vrai coupable? L'homme ou la météo? La réponse, comme souvent en histoire, est probablement les deux. C'est la théorie du coup double. Imaginez un boxeur sur le ring. Le climat lui donne des coups au corps, l'affaiblit, le met à genoux. Il est blessé, mais il pourrait peut-être se relever. Et c'est là que l'humain arrive et lui donne le coup de grâce, l'uppercut final. Les populations animales étaient déjà stressées par le changement climatique. Leurs habitats rétrécissaient, et soudain, un nouveau superprédateur arrive dans ce monde fragile. Les humains n'ont pas eu besoin de tuer tous les mammouths. Il suffisait d'en tuer assez pour empêcher les populations de rebondir après une mauvaise année climatique. Nous avons poussé un écosystème au bord du gouffre par-dessus la falaise. C'est une leçon puissante pour nous aujourd'hui. Nous voyons souvent la nature comme invulnérable, infinie. Mais l'histoire de la mégafaune américaine nous montre à quel point elle peut être fragile. En quelques siècles à peine, 35 genres de mammifères géants ont disparu d'Amérique du Nord. Des animaux qui avaient survécu à des millions d'années d'évolution se sont éteints en un clin d'œil géologique après notre arrivée. Mais pour les humains, cette extinction a eu une conséquence inattendue. La fin des géants a forcé nos ancêtres à changer. La fête était finie. On ne pouvait plus compter sur une seule chasse aux mammouths pour nourrir la tribu pendant un mois. Les Clovis, ces grands chasseurs de gros gibier, ont dû s'adapter ou mourir. Ils ont commencé à diversifier leur alimentation. Ils ont chassé le bison, qui a survécu parce qu'il se reproduit plus vite et mange de l'herbe plus commune. Ils ont commencé à pêcher davantage, à ramasser des noix, des baies, des racines. Ils sont devenus des généralistes. Leurs outils ont changé aussi. Les magnifiques pointes Clovis, longues et cannelées, ont disparu. Elles ont été remplacées par une variété incroyable de nouvelles pointes. Folsom, Plano, Dalton. Chaque région a développé son propre style, adapté à son propre environnement. C'est la fin de la monoculture Clovis et le début de la véritable diversité culturelle en Amérique. C'est un moment charnière. C'est le moment où les humains cessent d'être de simples visiteurs, exploitant une ressource facile, et commencent à devenir de véritables habitants, profondément connectés au cycle complexe de leur environnement local. Ils apprennent à gérer la forêt par le feu contrôlé pour favoriser la pousse des baies et attirer les cerfs. Ils apprennent quelles plantes soignent et lesquelles tuent. La disparition des monstres a rendu le monde moins terrifiant, mais plus exigeant. Il fallait désormais travailler plus dur pour survivre. Mais l'esprit humain, résilient et ingénieux, a relevé le défi. Cependant, alors que cette transition se produisait en Amérique du Nord, quelque chose d'encore plus surprenant se passait très loin au sud. Quelque chose qui allait remettre en question toute la chronologie que nous venons d'établir. Pendant que les Clovis chassaient les derniers mammouths dans les plaines du Nord, des humains vivaient déjà confortablement à l'extrême pointe de l'Amérique du Sud, au Chili. Comment sont-ils arrivés là si vite? Comment ont-ils traversé 2 continents entiers, des jungles impénétrables, des déserts brûlants et des montagnes vertigineuses?
bien avant que les Clovis n'aient fini de s'installer au nord. Dans la prochaine partie, nous allons voyager jusqu'au bout du monde, sur le site mystérieux de Monteverde. Préparez-vous à voir toutes vos certitudes s'effondrer. L'histoire est beaucoup plus ancienne et plus complexe que nous le pensions. Imaginez que vous lisez un livre d'histoire policière. Vous pensez avoir tout compris. Vous avez le suspect, Clovis, vous avez l'arme, la lance cannelée, et vous avez le mobile, la migration vers le sud. L'affaire semble classée. Les Clovis sont arrivés en premier, ont traversé le détroit de Bering et ont lentement peuplé les Amériques du Nord au sud. C'est logique, c'est propre. Et puis, en 1975, un archéologue tombe sur une empreinte de pied d'enfant préservée dans la boue d'un ruisseau au Chili. Et soudain, tout le livre d'histoire prend feu. Bienvenue dans la 8e partie de notre voyage, le mystère du Sud, ou l'énigme de Monteverde. Nous sommes maintenant à l'autre bout du monde. Nous avons laissé les glaciers du Canada et les plaines des États-Unis loin, très loin derrière nous. Nous sommes dans le sud du Chili, près de la ville de Puerto Montt. C'est un paysage vert, humide, rempli de tourbières et de forêts tempérées froides. C'est ici, à 14 000 kilomètres de l'Alaska, que l'histoire de l'humanité en Amérique a été réécrite. Pendant des décennies, la communauté scientifique avait une règle stricte, Clovis first. Rien n'était plus vieux que les sites Clovis d'Amérique du Nord, datant d'environ 13 000 ans. Si vous trouviez quelque chose de plus vieux, vous vous trompiez. Point final. Mais le site de Monteverde, fouillé par l'archéologue Tom Dealey, a brisé cette règle. Les datations au radiocarbone étaient indiscutables. Les humains vivaient ici il y a 14 500 ans, voire 18 500 ans selon certaines couches plus profondes. Faites le calcul une seconde. Si les humains étaient déjà confortablement installés au fin fond de l'Amérique du Sud il y a 14 500 ans, cela signifie qu'ils sont arrivés en Amérique du Nord bien avant les Clovis. Il faut du temps pour traverser 2 continents. Il faut des siècles, voire des millénaires, pour s'adapter à la jungle amazonienne, traverser les Andes et arriver jusqu'en Patagonie. Cela signifie que les Clovis n'étaient pas les premiers. Ils étaient peut-être les deuxièmes, ou les troisièmes. Mais ce n'est pas seulement l'âge de Monteverde qui est choquant, c'est la qualité de vie. Quand on imagine les peuples préhistoriques, on pense souvent à une vie dure, sale et précaire. Monteverde nous montre une image complètement différente. Grâce à la tourbe humide qui a préservé le site sans oxygène, des objets en bois, des cordes, des plantes et même des restes de nourriture ont survécu. Chose rarissime en archéologie. Visualisez leur village. Ce n'était pas un campement temporaire de chasseurs désespérés. C'était une petite communauté organisée d'une vingtaine ou trentaine de personnes. Ils vivaient dans de longues tentes rectangulaires, couvertes de peaux de mastodontes, mais avec des fondations en bois et des sols isolés par des planches. C'était confortable. Ils n'étaient pas obsédés par la chasse au gros gibier comme leurs cousins du Nord. Ils étaient des gourmets de la forêt. Les archéologues ont trouvé des restes de 45 espèces de plantes comestibles différentes. Des pommes de terre sauvages, des baies, des champignons, des algues médicinales apportées de la côte, qui étaient à 90 litres de là. Ils mangeaient aussi de la viande de mastodonte, oui, mais aussi des crustacés et des oiseaux. C'est une révélation. Ces gens connaissaient leur environnement intimement. Ils savaient quelles plantes soignaient les maux d'estomac, quelles algues étaient bonnes pour la peau. Ils avaient une pharmacopée. Ils avaient une culture riche et complexe, adaptée à un environnement de forêt pluviale froide. Mais la grande question demeure, comment diable sont-ils arrivés là ? Pour aller de l'Alaska au Chili, vous devez traverser l'enfer géographique. D'abord les glaciers, ensuite les déserts de l'Ouest américain, puis les jungles tropicales d'Amérique centrale, denses, remplies de maladies et de prédateurs. Jaguars, serpents. Puis la barrière formidable de la forêt amazonienne, et enfin les montagnes des Andes. Faire cela à pied, sans carte, sans savoir où l'on va, en s'arrêtant pour apprendre à survivre dans chaque nouvel écosystème, prendrait des dizaines de milliers d'années. C'est là que la théorie de l'autoroute côtière, que nous avons vue dans la partie 5, devient non seulement plausible, mais nécessaire. Si vous longez la côte en bateau, vous évitez la jungle, vous évitez les montagnes, vous avez la même nourriture, poissons, coquillages,
tout le long du trajet, de l'Alaska jusqu'au Chili. C'est une voie rapide. C'est la seule explication logique pour une colonisation aussi rapide du continent sud-américain. Imaginez ces marins préhistoriques. Ils ne voyaient pas les frontières que nous voyons aujourd'hui. Ils voyaient une côte continue, une autoroute bleue, infinie. Ils campaient sur les plages, réparaient leurs bateaux et repartaient vers le sud, toujours vers le sud, poussés par la curiosité ou la démographie. La découverte de Monteverde a été un choc violent pour la science. Elle a forcé les chercheurs à admettre qu'ils avaient tort. Elle a ouvert la porte à de nouvelles recherches. Soudain, on a commencé à chercher et à trouver d'autres sites pré-Clovis en Amérique du Nord et du Sud. Des sites au Texas, Buttermilk Creek, en Floride, Page Latson, au Brésil, Pedra Furada. Le puzzle est devenu beaucoup plus complexe. L'Amérique n'a pas été peuplée par une seule vague de héros chasseurs de mammouths. Elle a été peuplée par des vagues successives de pionniers divers, adaptables, ingénieux, des gens qui savaient naviguer, qui savaient utiliser les plantes, qui savaient vivre dans la jungle comme dans la toundra. Il y a quelque chose de profondément émouvant à penser à cet enfant dont l'empreinte a été trouvée à Monteverde. Il se tenait là, il y a 14 500 ans, jouant peut-être dans la boue pendant que ses parents préparaient un ragoût de pommes de terre sauvages et d'algues. Il ne savait pas qu'il vivait au bout du monde. Pour lui, c'était juste la maison. Il était le descendant des survivants ultimes, ceux qui avaient parcouru la plus longue distance de l'histoire de l'humanité pour trouver un endroit où vivre en paix. Mais qui étaient-ils vraiment, génétiquement parlant? Étaient-ils nos ancêtres directs? Ou une lignée perdue qui a disparu sans laisser de traces? L'archéologie nous donne leurs outils et leurs maisons, mais pour connaître leur identité, nous devons regarder ailleurs. Nous devons regarder à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre sang. Dans la prochaine partie, nous allons plonger dans le monde microscopique de l'ADN. Les os anciens vont nous parler. Ils vont nous révéler des secrets de familles vieux, de 20 à 1000 ans, et nous dire enfin qui a survécu pour devenir les ancêtres des peuples autochtones d'aujourd'hui. Préparez-vous, car la science moderne est sur le point de rencontrer l'histoire ancienne. Nous avons marché sur la glace. Nous avons navigué sur des océans dangereux. Nous avons chassé des monstres et construit des maisons dans des forêts lointaines. Mais une question brûlante demeure, une question intime. Qui étaient ces gens? Pas seulement ce qu'ils faisaient, mais qui ils étaient. À quoi ressemblaient-ils? D'où venaient-ils exactement? Et surtout, ont-ils laissé des descendants qui marchent parmi nous aujourd'hui? Bienvenue dans la 9e partie de notre voyage. L'héritage génétique. Ici, nous laissons de côté les pierres et les os, pour écouter une histoire écrite, dans un langage invisible mais indestructible, l'ADN. Imaginez l'ADN comme un livre d'histoire, que chaque être humain transporte dans chacune de ses cellules. C'est un livre qui ne ment pas. Il enregistre les migrations, les mélanges, les isolations et les rencontres amoureuses de nos ancêtres, remontant à des milliers d'années. Pendant longtemps, ce livre était fermé. Mais, au cours des 2 dernières décennies, la science a trouvé la clé pour l'ouvrir. Et ce qu'elle a trouvé a confirmé certaines légendes et en a détruit d'autres. Tout commence avec une découverte tragique et magnifique en 1968, sur une colline du Montana, près d'un endroit appelé Anzik. Des ouvriers de chantier ont accidentellement découvert la tombe d'un jeune garçon. Il était entouré de plus de 100 outils en pierre de style Clovis, couverts de poudre d'ocre rouge. C'était Anzik I, le petit garçon dont nous avons parlé plus tôt. Il est mort il y a environ 12 600 ans. Pendant des décennies, il est resté un squelette silencieux dans un musée. Mais en 2014, des scientifiques ont réussi l'impossible. Ils ont séquencé son génome complet. C'était la première fois que nous pouvions lire le code génétique d'un ancien Américain. Le résultat a été un coup de tonnerre. L'ADN d'Anzik I a révélé qu'il était directement lié aux populations autochtones modernes d'Amérique centrale et du Sud. En fait, son code génétique est plus proche des Mayas ou des Caritianas du Brésil que de n'importe quelle autre population sur Terre. Qu'est-ce que cela signifie? C'est une preuve bouleversante de continuité.
Cela signifie que les peuples autochtones d'aujourd'hui sont les descendants directs des tout premiers pionniers. Il n'y a pas eu de remplacement mystérieux. Les gens qui ont construit les grandes pyramides mayas, les chasseurs de l'Amazonie et les Incas des Andes, sont tous les petits-enfants de ces premiers voyageurs courageux qui ont traversé la Béringie. Mais l'ADN nous raconte aussi une histoire plus complexe sur leurs origines lointaines. En regardant plus profondément dans le passé génétique, nous voyons que les premiers Américains sont le résultat d'une rencontre ancienne. Imaginez deux groupes de personnes en Asie, il y a plus de 25 000 ans. Le premier groupe vient de l'Asie de l'Est, la Chine actuelle, la Corée. Ils apportent avec eux des traits physiques adaptés au froid et des technologies de pierre. Le deuxième groupe est plus mystérieux. Les généticiens les appellent les anciens Nord-Eurasie, ANE. Ils vivaient en Sibérie occidentale, près du lac Baïkal. Chose surprenante, ce groupe est aussi lié aux Européens de l'Ouest ancien. C'est pourquoi certains premiers crânes américains, comme le célèbre homme de Kennewick, ont parfois des traits qui semblent vaguement caucasiens ou différents des Asiatiques modernes. Ces deux groupes se sont rencontrés, probablement quelque part en Sibérie ou en Béringie. Ils se sont mélangés. Ils ont eu des enfants. Et de ce mélange est né un nouveau peuple unique, les Amérindiens ancestraux. C'est ce nouveau peuple qui a été isolé en Béringie pendant des milliers d'années. La fameuse pause de la partie 2, consolidant son identité génétique unique avant de se déverser vers le sud. C'est fascinant? Non. L'idée que l'Amérique n'est pas seulement une extension de l'Asie, mais le berceau d'une toute nouvelle branche de la famille humaine. Une branche née de la rencontre de l'Est et de l'Ouest dans le Grand Nord. Mais l'histoire génétique a encore une surprise. Elle suggère qu'il n'y a pas eu une seule autoroute. L'ADN montre une scission profonde très tôt dans l'histoire américaine, il y a environ 16 000 ans. Une branche est restée au nord, devenant les ancêtres des peuples algonquins, par exemple. L'autre branche a foncé vers le sud à une vitesse incroyable, peuplant tout le reste du continent jusqu'au Chili. Cette séparation rapide correspond parfaitement à nos deux routes. Ceux qui sont restés près de la glace, peut-être coincés au nord des glaciers, et ceux qui ont pris l'autoroute côtière express. Et puis, il y a le facteur X, une population fantôme. Certains généticiens ont trouvé des traces infimes d'un signal génétique étrange chez certains peuples amazoniens modernes, comme les Surui et les Caritiana. Ils appellent ce signal la population Y. Ce signal ne ressemble pas aux autres Amérindiens. Il ressemble étrangement aux aborigènes d'Australie et au peuple de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Attendez. Quoi? L'Australie? Calmez-vous. Cela ne veut pas dire que des Australiens ont traversé le Pacifique en radeau. C'est peu probable. L'explication la plus plausible est qu'il existait un groupe très ancien en Asie, qui s'est divisé il y a très longtemps. Une partie est partie vers le sud, vers l'Australie. L'autre partie est montée vers le nord, s'est mêlée aux ancêtres des Amérindiens et a fini en Amazonie. C'est comme une trace fossile d'une migration oubliée, cachée dans le sang de quelques tribus de la jungle. Tout cela nous montre que l'histoire humaine est un tissu incroyablement complexe de mouvements, de rencontres et de survie. Nous ne sommes pas des êtres statiques, nous sommes des voyageurs. Aujourd'hui, quand un membre de la nation Blackfoot au Canada ou un Mapuche au Chili regarde son passé, la science confirme ce que leurs traditions orales disent depuis toujours. Nous sommes ici depuis le début. Ils sont les gardiens d'une histoire de survie incroyable. Une épopée qui a traversé l'ère glaciaire, survécu à l'extinction des mammouths et conquis les environnements les plus divers de la planète. Mais alors que nous approchons de la fin de notre voyage, le monde change encore une fois. La grande glace fond définitivement. Le pont de Beringia est submergé par la mer montante. La porte se referme. Les Amériques deviennent une île géante, coupée du reste du monde. Pendant 10 000 ans, les peuples des Amériques vont se développer seuls, sans contact avec l'Europe, l'Asie ou l'Afrique. Ils vont construire des civilisations étonnantes, domestiquer le maïs et la pomme de terre, et créer des visions du monde unique. Dans la 10e et dernière partie, nous allons assister à cette fermeture finale et tirer les grandes leçons de cette aventure épique. Préparez-vous pour le grand final. L'ère de la glace se termine, mais l'ère de l'homme américain ne fait que commencer. Regardez derrière vous une dernière fois. Regardez vers le nord.
Là où se trouvait autrefois une immense plaine herbeuse grouillante de mammouths et de bisons, il y a maintenant de l'eau. Une eau grise, froide et agitée. Le détroit de Bering est né. La grande porte qui reliait l'Asie à l'Amérique s'est refermée, engloutie par la montée des océans. Le pont est brisé. La Béringie est morte. Bienvenue dans la 10e et dernière partie de notre voyage. La fin de l'âge de glace et la nouvelle ère. Imaginez l'isolement absolu qui commence à ce moment-là. Pendant les 10 000 prochaines années, les Amériques seront une île-continent coupée du reste de l'humanité. Pas de route de la soie, pas d'échange, pas de nouvelles venant d'Europe ou d'Asie. C'est l'une des plus grandes expériences sociales et biologiques de l'histoire de notre planète. Mais ne voyez pas cet isolement comme une prison. Voyez-le comme une incubation. Alors que la glace se retirait vers les pôles, le paysage de l'Amérique s'est transformé. Le désert blanc a laissé place à une explosion de couleurs. Des forêts tempérées denses ont couvert l'Est. Des prairies infinies ont recouvert le centre. Des déserts brûlants sont apparus au sud-ouest. Et dans chacun de ces environnements, les descendants des premiers pionniers ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils se sont adaptés. Ce n'était plus une seule tribu unie par la survie contre le froid. C'était maintenant une mosaïque éblouissante de milliers de cultures distinctes. Au nord, les Inuits ont perfectionné l'art de vivre sur la glace, inventant le kayak, les lunettes de neige et des vêtements si chauds qu'ils permettent de dormir dehors, par moins 40 degrés. Dans les grandes plaines, les peuples ont suivi les bisons, créant une culture mobile et spirituelle, centrée sur cet animal sacré. Dans les forêts de l'Est, ils ont commencé à construire des villes. Oui, des villes. Cahokia, près de l'actuel Saint-Louis, avait une population plus grande que celle de Londres, à la même époque, avec des pyramides de terre géantes qui rivalisaient avec celles de l'Égypte en volume. Au sud, dans les Andes et en Mésoamérique, ils ont domestiqué le maïs, la pomme de terre, la tomate, le chocolat. Ils ont construit des empires de pierre, observé les étoiles avec une précision mathématique et développé des systèmes d'écriture complexes. Tout cela, né de ce petit groupe de voyageurs frigorifiés que nous avons suivis depuis la Sibérie. C'est le triomphe ultime de l'esprit humain. Mais il y a une leçon plus sombre et plus profonde à tirer de cette histoire. Une leçon qui résonne avec notre monde moderne. Rappelez-vous les monstres de la partie 3. Les ours géants, les chats cimmetaires, les mammouths. Ils ont disparu. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient hyper spécialisés. Ils étaient passe parfaits pour un monde froid et stable. Mais quand le monde a changé, ils n'ont pas pu changer avec lui. Ils étaient trop grands, trop lents, trop gourmands. Maintenant, regardez les humains. Nous étions petits, faibles, sans fourrure, sans griffes. Mais nous avions 2 armes secrètes, notre cerveau et notre communauté. Nous étions les généralistes ultimes. Quand le mammouth a disparu, nous avons mangé du bison. Quand le bison s'est fait rare, nous avons mangé du maïs. Nous ne nous sommes pas contentés de survivre au changement. Nous l'avons surfé comme une vague. C'est la grande leçon de la conquête des Amériques. La survie ne revient pas au plus fort, ni au plus gros. Elle revient à celui qui s'adapte le plus vite. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui change aussi vite, sinon plus vite, qu'à la fin de l'ère glaciaire. Le climat se réchauffe. Les espèces disparaissent. Les règles du jeu changent. En regardant nos ancêtres, nous voyons un miroir. Ils ont affronté des défis apocalyptiques. Ils ont vu leur monde littéralement disparaître sous l'eau, la Béringie. Ils ont vu les animaux dont ils dépendaient s'éteindre. Et pourtant, ils n'ont pas abandonné. Ils ont inventé. Ils ont exploré. Ils ont trouvé de nouvelles façons d'être humains. Quand vous mangerez une pomme de terre ce soir, rappelez-vous qu'elle est le fruit de l'ingéniosité des peuples des Andes. Quand vous utiliserez un parka en hiver, remerciez les inventeurs de l'Arctique. Notre monde moderne est bâti sur les fondations posées par ces premiers explorateurs. Leur voyage est terminé, mais le nôtre continue. Nous sommes toujours des voyageurs sur une planète changeante. Et peut-être que dans 10 000 ans, nos descendants regarderont notre époque comme nous regardons l'ère glaciaire,
comme un moment critique, dangereux, mais plein de potentiel. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez dépassé par les changements du monde, fermez les yeux. Imaginez le vent glacé de la Béringie. Imaginez le courage qu'il fallait pour monter dans un petit bateau en peau et ramer vers un océan inconnu. Ce courage est dans votre ADN. C'est votre héritage. Vous êtes le descendant de ceux qui ont franchi la glace. Vous êtes le descendant de ceux qui ont survécu à la fin du monde et qui en ont construit un nouveau. Dormez bien maintenant. Laissez les rêves de glaciers bleus et de forêts vierges vous emporter. L'histoire est finie pour ce soir, mais demain, une nouvelle aventure vous attend. Abonnez-vous pour ne pas manquer notre prochaine expédition dans le passé. D'ici là, faites de beaux rêves, voyageurs du temps.